Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 25 mai 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Ravi de te retrouver, Paul. Welcome back, Paul. Merci, Nima. Paul, let's start with what's going on right Paul, now. commençons par ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis, les négociations. Il semble qu'aujourd'hui, on ait vu l'Iran représenté par le président du Parlement, le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, et le gouverneur de la Banque centrale. Ils se sont rendus au Qatar, parce qu'apparemment, concernant les avoirs iraniens gelés, les États-Unis ont dit au Qatar, « C'est vous qui payez l'Iran ». Je ne sais pas quel est le problème pour que les États-Unis payent directement l'Iran, mais ils ont demandé au gouvernement qatari de le faire à leur place. Et ils vont payer le gouvernement qatari. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Peut-être que vous comprenez mieux que moi ce que ça signifie, cette espèce de manipulation du processus. Mais au final, quand on regarde la situation, je ne vois aucun signe positif qui laisserait penser qu'on puisse parvenir à un accord, quel qu'il soit. Il pourrait y avoir une sorte d'arrangement, un accord fragile en ce moment entre les deux parties. Mais vous, comment voyez-vous la situation dans son ensemble? Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Donald Trump en parle? Did you find it the way that Donald Trump is talking about? Well, I've always thought these negotiations were pointless. Eh bien, j'ai toujours pensé que ces négociations ne servaient à rien. On entend deux versions complètement différentes, celle de Trump et celle des Iraniens. Les Iraniens ont dit, leur porte-parole à la sécurité nationale ou je ne sais qui, que l'objectif de l'accord, c'est de mettre fin à la guerre. Ça n'a rien à voir avec le contrôle du détroit. Ça n'a rien à voir non plus avec l'enrichissement nucléaire de l'Iran. C'est uniquement pour mettre fin à la guerre. Trump, lui, dit que l'accord sert à rouvrir le détroit, à régler la question du détroit, et il répète que si on n'obtient pas un bon accord, il n'y aura pas d'accord du tout. Bon, il ne dit pas ce qu'il entend par bon accord, mais la plupart des gens pensent que ça veut dire ce que lui considère comme un bon accord. Donc franchement, je vois pas beaucoup d'espoir là-dedans. On en a déjà parlé tellement de fois. You know, we've talked about it so many times. The main problem is Israel. Le vrai problème, c'est Israël. Et tant qu'Israël n'aura pas proclamé le grand Israël, l'Iran restera sous menace. Et puis je trouve que la manière dont Trump présente la question est extrêmement biaisée. C'est l'Iran qui a été attaqué. Ils n'ont pas attaqué, ils ont subi l'agression et ils y ont répondu. Et pourtant on présente la guerre comme si c'était la faute de l'Iran. Franchement, je ne vois aucune perspective de résultat dans tout ça. Et je pense que c'était une erreur de la part des Iraniens d'accepter ces négociations, ou même d'avoir accepté un cessez-le-feu. Ils auraient dû aller jusqu'au bout de la guerre. Ils étaient en train de gagner, ils auraient dû la terminer, mais ils ne l'ont pas fait. Rien n'est sorti des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Alors pourquoi est-ce que quelque chose se passerait en Iran? Negotiations. So why is something going to happen in Iran? What's obvious so far that Ce qui est clair pour l'instant, c'est que Donald Trump ne veut pas rester au Moyen-Orient. Il veut en sortir. Alors comment voyez-vous la manière dont il essaie de le faire? Parce qu'on a vu Lindsey Graham avec Mark Levin. Ils étaient, disons-le, en train de crier que c'était une catastrophe. Selon eux, la façon dont Donald Trump parle avec les Iraniens mènerait à un désastre pour Israël, et que cela placerait Israël dans une situation, disons, très délicate. Alors, comment cela va-t-il se passer? Disons plutôt les choses ainsi. À votre avis, quelle serait la meilleure voie de sortie pour Donald Trump pour qu'il puisse se retirer de cette guerre? Well, I think he would have to say. Eh bien, je pense qu'il devrait dire qu'il a fait une erreur, qu'il a été trompé par Netanyahou et qu'il aurait dû être plus prudent, qu'il a simplement décidé d'arrêter de participer aux guerres pour Israël. C'est ça qu'il devrait dire.
Mais évidemment, il ne peut pas, à cause de tous ces soutiens israéliens milliardaires, à cause de l'influence et du pouvoir du lobby israélien aux États-Unis. Donc, il est un peu piégé. Et c'est aussi pour ça que je ne pense pas que cette affaire ira bien loin, parce qu'il n'a pas vraiment de moyen de sortir de ce piège, sauf en étant honnête. Mais s'il le fait, Israël lui tombera dessus pour le reste de sa vie, et ce ne sera pas agréable. Alors, quand on commet une erreur aussi fondamentale que la sienne, la seule vraie issue, c'est de la reconnaître. Et il ne le fera pas. Et ce n'est pas seulement Lindsey Graham ou Mark Levin. C'est aussi la presse israélienne qui dit « Oh, Trump va nous trahir ». Trump's going to sell us out. It's kind of hard to see him sell Israel out because, C'est un peu difficile de le voir trahir Israël parce que, tu sais, il y a quelques jours à peine, il a créé une nouvelle loi sur la sédition. Mais elle sert à protéger le gouvernement israélien, pas le gouvernement américain. Et maintenant, un membre juif du Congrès et un républicain proposent une nouvelle loi contre l'antisémitisme qui va censurer les discussions en ligne et faire disparaître les rapports défavorables sur les Israéliens. Donc, il est un peu coincé. Et la seule ici, Sturd. Paul, je pense que de son point de vue, il se prépare aux élections de mi-mandat aux États-Unis. À mon avis, c'est crucial pour lui, pour les 2 prochaines années. C'est vraiment déterminant pour la suite de sa présidence. L'autre point, c'est la situation des pays du Golfe, qui subissent une pression énorme à cause de la guerre. Ils ne peuvent pas, à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, vendre leur énergie, leur pétrole, leur gaz, leurs engrais, tout ça. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. C'est pour ça que leurs économies sont aujourd'hui sous une pression considérable. Et c'est aussi pour ça, je pense, que le point essentiel, c'est que le Qatar paye l'Iran, pas les États-Unis. Avec ces avoirs gelés, on voit à quel point la situation est désespérée pour les pays du Golfe. C'est la raison pour laquelle ils doivent agir ainsi, pour essayer de mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient. Mais le problème, Paul, pour Donald Trump lui-même, c'est que dès qu'il quittera le Moyen-Orient, Israël sera complètement à découvert. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont plus les radars, ni la protection qu'ils avaient avant. Leur économie ne va pas très bien, et ils dépendent énormément des États-Unis. Or, les États-Unis ne peuvent pas produire les missiles intercepteurs dont ils ont besoin. En ce moment même, pendant qu'on parle, ils se battent contre le Hezbollah au Liban. Et Smotrich a déclaré aujourd'hui, pour chaque drone, il faut raser 10 immeubles à Beyrouth. Ça montre à quel point ils souffrent de ces drones. Ces drones frappent les systèmes de défense aérienne, les systèmes de communication et même les soldats israéliens regroupés dans le sud du Liban. Voilà le problème auquel Israël est confronté aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Donald Trump peut faire pour Israël avant de quitter le Moyen-Orient. C'est pour ça que je ne le vois pas partir de sitôt. Eh bien, pourquoi rester là-bas si on ne peut rien faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? S'il pouvait faire quelque chose, il le ferait. Il ne serait pas en train de perdre la face. Donc je pense que Trump et l'armée en sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent en gros rien faire. Ils ne peuvent pas envahir l'Iran. Ils ne peuvent pas déployer la marine dans le golfe Persique. C'est volontairement impossible. Ça n'a aucun sens de relancer des frappes aériennes sur l'Iran parce qu'il répliquerait et Israël en subirait les pires conséquences. Donc, il ne peut rien faire en restant là, à part immobiliser des forces américaines quelque part, hors de portée des missiles iraniens. Et bon, il reste là pendant des années. Alors je pense que s'il trouve un moyen de partir et qu'il le fait, ça voudra dire qu'Israël devra cesser d'être agressif et devra faire la paix. Il faut qu'Israël admette que c'est simplement un pays comme les autres.
qu'il n'a rien de spécial, qu'il n'a pas de droits que les autres nations n'ont pas. Il ne peut pas bombarder et tuer des gens sans en subir les conséquences. Si les États-Unis se retirent, Israël devra trouver des accords raisonnables avec les Iraniens, avec le Hamas, avec les Palestiniens. Ils devront quitter Gaza. Ils devront arrêter ce terrible pillage de ce qu'il reste de la Cisjordanie et devenir un pays en paix. En d'autres termes, ils seraient forcés d'abandonner le projet du Grand Israël, parce que s'ils continuent dans cette voie, ils risquent leur propre destruction. Ce serait donc le résultat. C'est sans doute la meilleure option pour les Américains, simplement partir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a à peine quelques jours, le président d'Israël, vous savez, c'est surtout un poste symbolique, le président israélien, a pris une position très très ferme contre les colons et ce qu'ils font dans le peu qu'il reste de la Cisjordanie. Il les a traités de voyous et d'imbéciles meurtriers, en disant qu'ils étaient une honte pour Israël. Il a ajouté que la violence qu'ils exercent contre les Palestiniens est en train de devenir la norme et que cela discréditerait Israël pour toujours. Alors je suppose que Trump devra l'arrêter pour avoir violé le pacte israélien sur la sédition. Mais comme on en a déjà parlé, il y a quand même une certaine opposition en Israël même, et c'est une déclaration vraiment forte de la part du président israélien de la faire publiquement. Donc, que dire de plus? On sait que Trump est coincé. Il aimerait s'en sortir, mais il ne prendra pas la voie la plus évidente, reconnaître qu'il s'est planté. S'il part, Israël sera obligé d'adopter un comportement pacifique, au lieu de quoi 70 ans d'agression. Paul, cette nouvelle loi dont tu parles, la loi sur la sédition de Trump, est-ce que ça va mettre fin à la liberté d'expression aux États-Unis? Parce que comme tu l'as dit, tout tourne autour d'Israël. C'est entièrement lié à ce qu'Israël fait. Ça n'a rien à voir avec le peuple américain. Et derrière tout ça, qui est responsable? C'est Donald Trump lui-même, ou bien son administration, des gens comme Steve Miller ou d'autres? Je ne sais pas. Qui est vraiment derrière ce genre d'initiative de la part de l'administration Trump? Eh bien, je ne sais pas qui a mis cette idée dans la tête de Trump, mais il a publié un décret disant que les États-Unis ne toléreraient pas l'antisémitisme. Et le procureur général par intérim, vous savez, celui qui est aussi son avocat personnel, a publié une déclaration, je crois, il y a quelques jours, disant qu'il mettait en œuvre l'ordre du président. Je ne sais toujours pas quelles sont les sanctions prévues, mais la définition de l'antisémitisme, c'est toute critique d'Israël. Ok. On ne peut plus rien critiquer. Donc, le président israélien viole cette règle. Et vous savez, les États-Unis ont cette tendance à penser que leurs lois s'appliquent partout dans le monde, comme si elles avaient une portée extraterritoriale. Alors le président israélien ferait bien de faire attention. Trump pourrait envoyer les forces spéciales, le kidnapper, le ramener à Washington et le jeter dans un cachot avec Maduro. Tout ça est complètement absurde, en fait. Mais ce que Trump a fait, c'est dire qu'aucun citoyen américain ne peut exercer le premier amendement si son discours concerne Israël. Autrement dit, Trump est en train de détruire la protection du premier amendement pour les gens qui critiquent Israël ou qui remettent en question les politiques ou les intentions d'Israël ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'on voit ici, c'est que le pouvoir d'Israël semble plus fort que celui de la Constitution des États-Unis.
Ils ont, en quelque sorte, enterré le premier amendement dès qu'il s'agit d'un discours sur Israël. Franchement, c'est incroyable. On s'attendrait à entendre un tollé général. On s'attendrait à ce que toutes les associations du barreau, toutes les facultés de droit, tous les avocats, tous les médias, les deux partis politiques, s'indignent et crient « Mais qu'est-ce que vous faites, président Trump? Pourquoi pensez-vous pouvoir mettre de côté la Constitution américaine simplement parce que cela pourrait gêner Israël si quelqu'un disait quelque chose de vrai à son sujet? » Eh bien, c'est le silence total. J'ai l'impression d'être le seul à avoir attiré l'attention là-dessus. J'espère me tromper et que tout le monde l'a fait aussi. Je crois que vous êtes le seul. J'ai rien vu passer à ce sujet dans les infos. Ah oui, c'est sur votre site, c'est ça. Oui. Oui, voilà. Et toi, enfin, moi j'ai publié la déclaration du procureur général. Tu peux la lire, c'est très clair. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit de négatif sur Israël ou plus largement sur les Juifs en général. Donc, tu vois, si cette mesure entre vraiment en vigueur, comme l'a dit le procureur général, il dit qu'il la met en place, eh bien, on aura vu la puissance du lobby pro-israélien capable d'annuler la Constitution américaine. Tu vois, le premier amendement, c'est le plus important. S'il disparaît, les autres n'ont plus beaucoup de poids parce qu'on ne peut plus rien dire. Ça montre à quel point les États-Unis ont perdu leur souveraineté. En gros, ce n'est plus vraiment une nation souveraine. Et en plus de la loi sur la sédition de Trump pour Israël, on a maintenant ce projet de loi au Congrès qui veut contrôler ce qu'on peut dire sur Internet à propos d'Israël. Comme toute critique est considérée comme de l'antisémitisme, ça empêche qu'il y ait un autre récit que celui d'Israël. Toi et moi, on ne pourrait même pas parler du conflit irano-israélien. On serait en infraction. Ils enverraient des forces spéciales te kidnapper et t'emmener à Washington. Alors comment on en arrive là? C'est le pouvoir de l'argent, accumulé sur des décennies. Ils ont tout acheté. Ils ont acheté tout le monde. Il y a tout juste quelques instants, on dirait que des avions de chasse américains ont frappé 2 vedettes rapides dans le golfe Persique. 4 soldats, oui, 4 militaires, ont été tués dans cette attaque. Le système de défense aérienne iranien est activé en ce moment, et c'est la dernière information qu'on a. Et c'est pour ça que tout ça est complètement absurde, et personne. Donc vous dites que les Américains viennent d'attaquer 2 bateaux iraniens et qu'ils ont tué 4 Iraniens. Oui, des vedettes rapides, oui. Ils ont été pris pour cible par des avions de chasse américains dans le golfe Persique, et 4 marins ont été tués lors de cette opération. Eh bien, voyez-vous, clairement Trump ne le pense pas. Je veux dire, pourquoi ferait-on ça si en même temps on dit à tout le monde qu'on est sur le point de conclure un accord? Pourquoi faire ça si on est vraiment à 2 doigts d'un accord? Donc oui, je suppose que ça va endurcir les Iraniens et peut-être les réveiller un peu. Ils perdent leur temps à négocier, ils devraient gagner une guerre. Oui. Si l'Iran avait simplement terminé la guerre et l'avait gagnée, tout serait fini et le monde serait un endroit complètement différent. Donc ils ont raté cette occasion. Pour moi, il ne sortira rien de ces négociations, à moins que les Américains, avec tout leur argent, aient réussi d'une manière ou d'une autre à acheter le gouvernement iranien, ce que je ne pense pas possible. Je crois que le gouvernement iranien a une conscience de lui-même. Il n'est pas à vendre, comme tant d'autres gouvernements. Donc en réalité, on parle de quelque chose ou on essaie de parler de quelque chose qui n'a tout simplement aucun sens. Aujourd'hui, il y a eu des drones dans la ville d'Ispahan.
Vous vous souvenez, dans la partie sud d'Ispahan, il y avait eu cette opération terrestre qui avait échoué. C'est la même ville. Maintenant, les systèmes de défense aérienne y sont activés pour abattre les drones. Il semble que dans la ville de Bandar Abbas, près du golfe Persique, le système de défense aérienne soit aussi activé en ce moment. Il frappe certaines cibles, je ne sais pas exactement lesquelles. Mais en ce moment, il y a le Hajj en Arabie Saoudite. Tous ces musulmans du monde entier se rassemblent là-bas. C'est pour ça que je ne vois pas une guerre éclater pendant le Hajj en Arabie Saoudite. Peut-être qu'après, on assistera à une nouvelle escalade entre l'Iran et les États-Unis, parce qu'en réalité, ils sont déjà en train de s'affronter. Et les États-Unis ont dit, Paul, que pendant l'une des 60 journées de cessez-le-feu dont on parle, ils ne quitteraient pas la région, alors qu'ils étaient censés retirer leurs forces. Il semble donc que les États-Unis vont rester dans le golfe Persique. À mon avis, on va assister à de nouvelles confrontations entre l'Iran et les États-Unis. Et Israël sera plus qu'heureux de voir tout ça. Parce qu'en gros, ils disent qu'ils s'en moquent, qu'ils veulent continuer le combat contre le Liban, contre les Gazaouis. Donc, si les États-Unis lancent ce genre d'attaque, la réponse iranienne ira dans le sens de ce que veut Israël. Eh bien, si c'est le résultat, c'est la preuve que j'ai raison. L'Iran n'aurait jamais dû accepter un cessez-le-feu. Ils auraient dû aller jusqu'au bout, gagner la guerre. Et peut-être que si les États-Unis relancent le conflit, l'Iran comprendra cette fois qu'il faut le terminer. C'est étrange, je trouve, comme les guerres aujourd'hui semblent ne jamais finir. Personne ne veut en conclure une. Poutine ne mettra pas fin à la guerre en Ukraine. On en est maintenant à la 5e année. C'est plus long que la Seconde Guerre mondiale, oui. Et tout ça pour une toute petite zone dont ils se disputent le contrôle. Ce n'est certainement pas le monde entier. Au fait, la guerre en Ukraine devient vraiment intense. Il y a de nouvelles escalades, parce que la Russie, vous avez entendu parler de la Russie qui intercepte des missiles en direction de Kiev. Et juste avant qu'on commence ce direct, on a appris que Lavrov avait informé le secrétaire d'État américain, vous savez, Marco Rubio. Il lui a dit qu'ils allaient attaquer Kiev et que les États-Unis devraient retirer leurs employés de l'ambassade, parce qu'ils veulent frapper plusieurs endroits à Kiev, des centres de décision. Et quand il parle de centres de décision, en réalité, il parle surtout de mercenaires, de ces gens qui aident le gouvernement ukrainien. Il semble qu'ils soient en train d'intensifier les choses, qu'ils augmentent le nombre de missiles et de drones qui frappent la ville de Kiev en ce moment même, pendant qu'on en parle. C'est pour ça qu'ils ont prévenu le secrétaire d'État, Marco Rubio. Alors pourquoi Lavrov l'a-t-il informé? Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi donner à l'avance l'information qu'on va attaquer? Franchement, c'est de la trahison, c'est de la haute trahison. Le ministre russe des Affaires étrangères vient de trahir son propre pays. C'est une démonstration de faiblesse totale, absolue. Du genre, ah, on va vous attaquer, vous voyez? J'espère juste que les Iraniens ne sont pas trop contaminés par cette attitude russe vis-à-vis de la guerre, cette idée que ce n'est pas vraiment sérieux, qu'on ne va pas vraiment le faire. L'autre jour, lors de l'attaque sur Kiev, le gros missile, l'Iskander, n'a pas été utilisé. Il a été tiré sur une piste militaire à 60, peut-être 80 km de là. Et les missiles utilisés contre Kiev étaient très précis. Et les cibles n'étaient pas des habitations civiles. Donc je pense qu'ils essayaient de frapper les centres de commandement. Mais malgré tout, c'est une réaction très faible. Encore une fois, c'était du donnant-donnant. Ce n'était pas une stratégie militaire pour mettre fin à la guerre. C'était une réponse à l'attaque iranienne contre le dortoir des enfants, où 21 d'entre eux ont été tués.
cette école russe touchée par les drones iraniens. Donc cette attaque contre Kiev, c'était une riposte. C'est pas une façon de gagner la guerre. C'est du donnant-donnant. Ah, ils ont attaqué l'école des enfants, alors on va leur rendre l'appareil. Les Russes, en réalité, ne mènent même pas une vraie guerre. Et si on regarde le comportement des Iraniens, c'est un peu la même chose. C'est du donnant-donnant. On sait que vous allez nous frapper, mais on va rester là et vous laisser le faire. On ne va pas agir de manière préventive pour vous neutraliser avant que vous puissiez nous attaquer. Non, on va attendre que vous frappiez, et ensuite on fera du donnant-donnant. Eh bien, ça non plus, c'est pas combattre. Donc pour autant que je puisse en juger, les Russes ne se battent pas vraiment. So as far as I can tell, the Russians don't fight, the Iranians don't fight. Neither one of them fights. Les Iraniens ne se battent pas. And the funny thing Aucun is, des deux ne se bat. unlike the Russians, Et le plus étonnant, c'est que, contrairement aux Russes, les Iraniens ont gagné sans combattre. Ils réagissent simplement, puis ils s'arrêtent. Je pense que c'est ça que Trump trouve encourageant. Mais il n'a pas affaire à des gens prêts à s'impliquer vraiment et aller jusqu'au bout. Ils vont s'arrêter, puis aller négocier. Et cette négociation ne sert à rien. Elle n'aboutira à rien. Rien ne changera, à moins que Trump ne se retire complètement ou qu'Israël subisse une défaite majeure et doive abandonner le projet du Grand Israël. Il n'y a pas d'autre issue. Et si les Iraniens n'utilisent pas leur puissance militaire pour vaincre Israël, ils vivront avec cette situation encore pendant 50 ans. to defeat Israel, they'll live with this for another 50 years. So it seems clear to me. Pour moi, c'est assez clair. Regardless what Trump says or Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit ce que dit Trump, ce que dit Israël ou ce que disent les négociateurs. what Trump and Ce que Trump et les Iraniens disent en ce moment n'a absolument rien en commun. Trump's view of the La vision que Trump a de l'accord n'est en rien compatible avec ce que les Iraniens viennent d'affirmer, is only about ending the war. à savoir que c'est uniquement pour mettre fin à la guerre et rien d'autre. Ce n'est pas du tout ce que Trump a dit. It's a Alors je ne comprends pas comment les Iraniens peuvent se convaincre qu'il existe une base pour négocier. that S'ils avaient continué et qu'ils tenaient les États-Unis et Israël à la gorge, if they là oui, ils auraient pu obtenir une vraie négociation. by the throat, Mais ce n'est pas le cas. yeah. Alors pourquoi, franchement, ferait-il confiance à Israël et à Trump? Why in the world would they trust Israel and Trump? How can Iran trust? Comment l'Iran peut-il faire confiance aux États-Unis et à Israël? Il n'y a aucune raison de le faire. Toutes les preuves montrent qu'il faudrait être complètement fou pour leur faire confiance, à l'un ou à l'autre. Si les Iraniens leur font confiance, comment peut-on leur faire confiance, nous? Toutes ces attaques surprises pendant les négociations, tous ces assassinats de dirigeants, combien au juste? Franchement, qui peut le savoir? Des scientifiques assassinés aussi. Et on devrait faire confiance à ces gens-là. Vous pensez qu'on peut vraiment négocier avec eux? Moi, je ne peux pas. Je ne comprends pas comment les Iraniens peuvent imaginer une chose pareille. S'ils ne sortent pas de cette logique, ça continuera indéfiniment. Et Trump, qu'est-ce qu'il fera? Je n'en sais rien. What will Trump do? I don't know. Paul, ta suggestion serait donc que l'Iran, tu sais, ferme le détroit d'Ormuz et poursuive la guerre avec Israël. Qu'est-ce que tu pourrais proposer d'autre? Imaginons que tu veuilles donner ton évaluation de la guerre au gouvernement iranien. Que leur dirais-tu à propos du détroit d'Ormuz, de la poursuite du conflit et de la manière dont ils devraient voir cette guerre? Well, I would tell them they made a serious mistake. Eh bien, je leur dirais qu'ils ont commis une grave erreur en acceptant le cessez-le-feu, parce qu'ils tenaient leurs ennemis à bout et ils les ont laissés s'en tirer. Ils n'ont pas porté le coup décisif. Alors maintenant, ils se retrouvent face à une situation qui va durer, qui restera une menace pendant longtemps et qui finira par revenir. Ils devraient donc élaborer un plan de guerre capable de vaincre Israël et de chasser les Américains du Moyen-Orient. C'est ça, leur objectif. Et ils devraient le mettre en œuvre sans avertissement. Pas de faites attention, on va vous attaquer,
évacuer vos gens. Ils doivent agir comme des combattants qui font face à une menace pour leur existence. Ils doivent accepter que l'intention d'Israël, c'est qu'il n'y ait plus d'Iran, et qu'Israël a montré une puissance énorme pour influencer les États-Unis dans son propre intérêt, dans l'intérêt d'Israël. Et c'est avec ça qu'ils doivent composer. Voilà le problème auquel ils sont confrontés. Deal with that. That's the problem they face. And no one's saying, realism, we've talked about it before. Personne ne parle de réalisme, tu vois. On en a déjà discuté. Le réalisme, c'est quelque chose que les gens fuient à tout prix. Ils ne veulent pas voir la réalité parce que ça les obligerait à faire autre chose que simplement réagir. Les Iraniens, eux, devraient se demander comment reprendre l'initiative, comment mener cette guerre à bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour la gagner rapidement. Comment faire couler tous les navires américains dans la région? Si c'était une opération réelle, eh bien là, on aurait de vraies négociations de paix. Et le résultat, à mon avis, ce serait que qu'Israël devrait renoncer à son projet du Grand Israël. Il devrait y renoncer. Et les États-Unis devraient eux aussi renoncer à leur ingérence unilatérale en faveur d'Israël. Alors, oui, on pourrait croire que je veux la guerre. Non, mais l'Iran n'a pas commencé cette guerre. Et je pense que l'Iran aurait dû savoir depuis longtemps que cette guerre finirait par venir jusqu'à lui. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris ce que signifiait vraiment l'affaire d'Afghanistan. Il s'agissait de positionner des troupes pour pouvoir envahir l'Irak. Mais l'Iran a vu l'Irak tomber, la Libye tomber, la Syrie tomber. Ils ont vu les attaques répétées d'Israël contre le Liban. Donc ils savaient forcément que leur tour viendrait. Et apparemment, ils s'y étaient un peu préparés. Ils avaient accumulé des missiles et ce genre de choses, mais ils ne semblaient pas avoir de véritables plans de guerre. Normalement, quand on voit qu'on va être attaqué, on frappe le premier. On n'attend pas que ses forces soient décimées avant de réagir. Alors bon, les Iraniens n'ont pas été décimés, mais ils ont perdu, 25-30% de leur capacité. Eh bien, c'est énorme. C'est souvent ça, la marge de la victoire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que le réalisme? Le réalisme, c'est que Israël s'est étendu depuis 1947. La première cible, c'était la Palestine. Ils ont vidé la plupart des villages palestiniens et les ont transformés en Israël. Il restait un peu de territoire en Cisjordanie et il y avait ce camp à ciel ouvert à Gaza. Eh bien, ils ont décidé de prendre le reste. On sait ce qu'ils ont fait à Gaza. Et on a entendu hier, je crois, le président d'Israël de ce que faisaient les colons en Cisjordanie. Il pensait que c'était la chose la plus répréhensible qu'il puisse imaginer. Et les Israéliens ont utilisé les Américains contre l'Irak, la Libye et la Syrie, mais aussi contre 2 États d'Afrique du Nord, le Soudan et la Somalie. Vous savez, nous y avons été, nous aussi. Ce sont des musulmans. Alors l'Iran aurait dû le savoir. Les Saoudiens auraient dû le savoir qu'aussi huileux qu'ils soient, ils ne peuvent pas se faufiler entre ces 2 pinces. Et au bout du compte, ils vont y passer. Ils auraient donc dû, depuis longtemps, surmonter leurs différends avec les autres musulmans, simplement pour survivre. Et ces imbéciles ne l'ont pas fait. Alors si l'Iran tombe, quel sera le sort de l'Arabie saoudite? Paul, on vient tout juste de recevoir une info de dernière minute. D'après les premiers rapports en provenance d'Iran, la marine des gardiens de la Révolution aurait tiré des missiles anti-navires sur un navire de guerre américain dans le golfe d'Oman. C'est une véritable escalade de la situation.
Je dirais que les pays du Golfe sont très inquiets en ce moment parce qu'ils ne veulent pas de ça. Mais c'est en train de se produire. Merci. But it's happening. The attacks. Well, I hope they're using the missiles that can't. Eh bien, j'espère qu'ils utilisent les missiles contre lesquels on ne peut pas se défendre, et que c'est pas juste pour faire semblant. Parce qu'apparemment, quelqu'un les a attaqués à Ispahan avec des drones aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, ils ont été attaqués. Maintenant, c'est juste œil pour œil, mais ils vont pas vraiment couler le navire. Ils vont utiliser des drones qu'on peut intercepter. Ils devraient envoyer un de ces missiles impossibles à contrer. Et ce ne devrait pas être un petit bateau. Il faudrait que ce soit le porte-avions. And it shouldn't be some little ship, it should be the carrier. Paul, what would be your solution Paul, for quelle serait ta solution pour les pays du CCG si tu devais leur donner ton évaluation, ta compréhension de la meilleure voie à suivre pour eux en Asie de l'Ouest ou au Moyen-Orient? Je parle bien des pays du Conseil de coopération du Golfe. I'm talking about GCC countries. Quels pays? GCC countries, the Arab states. Les pays du CCG, les États arabes du Golfe Persique. Vous parlez des monarchies pétrolières du Golfe. Oui, parce qu'en ce moment, si on veut comprendre leur position, ils ne veulent pas de cette guerre. Mais ils n'ont pas vraiment beaucoup d'influence sur Israël, parce que, comme vous l'avez dit, Donald Trump est totalement influencé par Israël et par le lobby israélien, par les Israéliens ou par ceux dans son administration qui défendent les intérêts d'Israël. His administration that advocating for Mais But on the other hand, D'un autre côté, ils ont l'option iranienne. Ils peuvent se rapprocher du gouvernement iranien. Qu'est-ce que vous leur diriez selon vous? Yeah, well, I think that the whole. je pense que toute la région pétrolière du Golfe Persique devrait être unie. Be one country. Ce devrait être un seul pays, ou une fédération. All be on the same side. Ils devraient tous être du même côté. Ils devraient faire partie de l'Iran, peut-être seulement sous forme de fédération. Mais dans ce cas, il n'y aurait plus de conflit et tout le pétrole serait entre les mêmes mains. All the oil's in one hand. Vous voyez, ils pourraient avoir leur propre organisation. Et ce serait mon conseil pour eux. Ils ont tout vendu, tous les Arabes, Sold out en échange de la protection américaine. protection. Et les Américains ne peuvent pas la garantir. Donc s'ils se tournaient vers les Iraniens, cela limiterait fortement la capacité des États-Unis à s'ingérer là-bas. Greatly limit Tous ces Émirats pétroliers, nous y avons des bases navales, des bases aériennes. oil chiefdoms. We have naval bases, air bases. If those bases aren't there, and they're not there now. Si ces bases ne sont pas là, et elles ne le sont pas en ce moment, je veux dire, elles ont été sérieusement endommagées, Those bases then je ne pense pas qu'elles fonctionnent très bien, voire pas du tout. subsides. Et sans ces bases, la menace disparaît. Shows how corrupt and stupid. Ça montre simplement à quel point la direction de ces endroits est corrompue et They've stupide. got no forward vision. Ils n'ont aucune vision d'avenir. Why anyone, Pourquoi quelqu'un, any muscle, n'importe quel musulman au Moyen-Orient, they can pense qu'il peut coexister avec un pays dont l'agenda dépasse celui d'Israël? C'est insensé, c'est irréaliste. Et c'est cette division, cette incapacité des musulmans à s'unir qui les rend impuissants. That's why they're C'est pour ça qu'un tout petit pays, avec 8 millions de juifs, peut détruire 3 pays et pousser l'Amérique à en détruire un 4e. Quand est-ce qu'ils comprendront? Quand est-ce qu'ils comprendront? When do they learn? When do they learn? I don't Je ne vois aucune courbe d'apprentissage dans ces pays du Golfe. GCC countries. I'm talking about the leadership, by the way. Je parle du leadership d'ailleurs, parce qu'on sait bien que l'opinion publique est totalement opposée à Israël. Mais on ne voit pas cette position se refléter ni se traduire dans la direction de ces pays. C'est pour ça qu'ils sont aussi divisés entre eux. Et Israël profite clairement de cette situation. Israel is Well- enjoying the situation. So, Iran needs L'Iran doit comprendre la situation. S'ils n'avaient pas abandonné et qu'ils avaient gagné la guerre, ça aurait complètement changé la façon de penser de tous ces Émirats pétroliers.
of all those oil sheikdoms. Oui, Yeah. Well, we don't know. Maybe Trump will find. Eh bien, on ne sait pas, vous savez. He wants to invade Peut-être que Trump va finalement décider qu'il veut envahir Cuba. So, Et dans ce cas, il devra ramener un porte-avions et il se concentrera là-dessus. he'll get Et tout ce qui se passe au Moyen-Orient finira peut-être par s'éteindre. C'est possible, oui, tout à fait possible. Il pourrait se dire que la meilleure façon de se sauver, c'est de se lancer dans une autre guerre. D'ailleurs, il y a des rumeurs, enfin, on ne peut plus vraiment croire les rumeurs aujourd'hui, mais il y en a qui disent qu'ils parlent déjà des plans pour envahir Cuba. Alors Trump serait donc... So then Trump is Paul, what is quelle est l'importance de Cuba en ce moment? Qu'est-ce qu'il attend de Cuba? I don't know. I don't know. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et pourquoi ont-ils inculpé le frère de Castro? Pourquoi faire? Franchement, rien de tout ça n'a de sens, ni du point de vue de la politique étrangère, ni du point de vue juridique. Comment les États-Unis peuvent-ils inculper un citoyen cubain, un étranger, un ancien président? Je veux dire, il a succédé à son frère pendant un temps, c'était lui le chef? Je ne sais pas. Je pense que c'est parce qu'il croit que c'est quelque chose qu'il peut attraper facilement. Ils ont même plus de pétrole maintenant. Vous savez, il les a coupés du pétrole. Les Russes les ont abandonnés. Je suis sûr qu'ils n'ont plus de chasseurs, ni de missiles, ni rien de tout ça. Peut-être qu'ils ont encore des fusils. Donc je pense que la réponse à votre question, c'est que c'est une cible facile. Ou du moins, Trump pense que c'en est une. It's an easy target, or so Trump thinks. It's an easy target. And why does he want it? What's he going to do? Et pourquoi il le veut, au juste? Qu'est-ce qu'il compte en faire? En quoi ça nous profite? Franchement, je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'une agression pure et simple profite jamais à qui que ce soit. Mais peut-être que c'est la façon de Trump de sortir du Moyen-Orient. Ou alors peut-être qu'ils vont engager des forces insuffisantes pour que la guerre continue. Et plus elle dure, plus les gens oublient le Moyen-Orient. Qui sait? Vous savez, j'ai passé 25 ans à Washington. Et même si c'était un endroit très corrompu, malgré tout, disons pour 60-70%, les décisions avaient encore un certain sens, une certaine logique. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. C'est presque impossible d'en parler parce qu'il n'y a plus aucune cohérence dans ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, enfin... You know what I mean? It's just sort of. Yeah, the guy just Ce type est juste assis là, à inventer des trucs. Ça n'a aucun sens. any sense. Doesn't make any sense. Ça n'a aucun sens. Imaginez un peu si, disons, l'administration Reagan s'était comportée comme ça, de façon aussi aléatoire et injustifiable. De quoi s'agit-il au juste? Les médias, le Congrès, tout le monde lui serait tombé dessus. Mais Trump, lui, s'en sort. But Trump's escaping. It's not funny, but it's. C'est pas drôle, mais c'est bien pour ça qu'on ne peut pas vraiment évaluer la situation. Vous voyez, on a du mal à en parler, parce que ça n'a tout simplement aucun sens. C'était complètement insensé que les États-Unis attaquent l'Iran. Aucun sens. Et pourtant on l'a fait, sans réfléchir, sans aucune capacité à tenir dans la durée. Et Trump a dit, pas besoin de plan, ça ne dure que 3 jours. Mais enfin, comment est-ce possible? Franchement, je ne comprends pas comment l'armée a pu accepter ça. L'armée ne peut pas être à ce point stupide. Il devait bien savoir qu'on ne connaissait pas vraiment les capacités de l'Iran. Et si on ne se prépare que pour 3 jours, c'est une très mauvaise idée, non? Voilà, exactement. On ne peut pas discuter de quelque chose d'absurde. On ne peut pas donner du sens à ce qui n'en a pas. Et les Iraniens, eux aussi, ont dû se poser des questions. And the Iranians probably were wondering about it too. It's just amazing. C'est incroyable, cette administration Trump. Personne ne comprend rien à la direction qu'elle prend,
ni à sa façon d'agir. Enfin, tu vois, la manière dont cette administration se comporte. And it's way not that the just, administration is behaving. and it's not just Trump. Et ce n'est pas seulement Trump et son administration. C'est aussi le Congrès, It's c'est les médias, foreign policy. c'est les experts en politique étrangère. En fait, c'est tout le monde. It's all of them. And you could, a realistic assessment. On pourrait, vous savez, faire une évaluation réaliste de la guerre contre l'Iran aujourd'hui. Si un Américain la faisait, ce serait catastrophique. On est entré là-dedans comme si on allait au pub boire une bière. On pensait que ce serait fini en 3 jours. On a été vaincus. Ils ont fait exploser toutes nos bases dans le golfe Persique et on ne peut plus approcher nos navires du détroit d'Ormuz. Impossible d'envahir. Et tout ce qu'on a tenté, on a essayé d'aller voler l'uranium enrichi, ça a échoué, et ainsi de suite. Mais comment diable a-t-on pu faire de telles erreurs? Comment? On est censé être une superpuissance, non? Et rien ne montre qu'on avait la moindre idée de ce qu'on faisait. On pourrait croire que tout aurait explosé politiquement, que la Commission des Affaires étrangères du Sénat tiendrait des auditions, interrogerait tout le monde. Mais à quoi pensiez-vous? Allez, pour Baco avait un jeu le prestige de l'Amérique de cette façon. Mais tout par un mot. But not a word. Yeah, exactly. And I don't even know how the American people see it. Et je ne sais même pas comment le peuple américain perçoit tout ça, ni même s'il le voit vraiment. Comme je le dis, c'est complètement en dehors de tout ce que j'ai pu vivre dans ma carrière. C'est difficile d'y trouver un sens. Alors non, je n'ai pas de bonne réponse à toutes ces questions. Personne n'en a. Personne. Nobody had. Nobody had. C'est bien ça, Paul. Oui, c'est exactement ça. Et bien sûr, c'est plein de dangers. Vous voyez, il vaudrait mieux que l'Iran gagne la guerre et force Israël à se rendre, plutôt que de prendre le risque de laisser ce conflit durer encore et encore, jusqu'au jour où Israël utiliserait ses armes nucléaires. Je veux dire, on peut vaincre un pays, puis conclure un très bon accord avec lui. Regardez les relations des États-Unis avec l'Allemagne et le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Les Iraniens pourraient donc vaincre Israël et dire « Très bien, maintenant, faisons des affaires. Nous avons toutes ces recettes pétrolières, voyons ce qu'on peut faire pour développer le Moyen-Orient. Nous serons partenaires. Mais il faut d'abord se débarrasser de ces sionistes. » But you have to get rid of these Zionists. C'est tout à fait poète. It's not. Ce n'est pas là inimaginable. Imagine l'argent tout ça que tu gaspilles. Look at all this money we're wasting and lives we're The wasting. problem is that Iran Le problème, c'est que l'Iran ne reconnaît pas Israël sous sa forme actuelle. Il affirme qu'Israël est un État d'apartheid. Ils ne peuvent pas l'accepter tel quel. cannot be this way, and so No, well, they're right. They're right. Eh bien, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Mais si Israël est vaincu, c'est autre chose. Vous allez devenir un autre État maintenant, et on va faire affaire ensemble. On ne va pas vous persécuter ni vous occuper. Persecute you or occupy you or Nous allons devenir partenaires commerciaux. business partners. So we gotta Donc, il faut qu'on gagne beaucoup d'argent. make a lot of money. Et pour ça, on doit mettre de côté toutes ces vieilles rancunes, parce que ça rapporte rien. because Je pense que c'est comme ça que les Chinois voient les choses. Pourquoi se battre, au fond? I think this Se is battre, Chinese. ça ne mène à rien. Il y a toujours quelqu'un qui finit par souffrir. What's this fighting all about? Fighting no good. Someone always get hurt. yeah. Merci. Thank you. So, we'll see. Eh bien, on verra. Trump's government. Le gouvernement de Trump n'a aucune influence sur lui. Je ne pense pas que Rubio, Haskett ou qui que ce soit d'autre en ait non plus.
or Hesketh or any of them. I don't think that. Je pense pas qu'il... Rubio, c'est personne, Paul. Rubio, ce type-là, c'est vraiment personne. They don't have influence. And Ils n'ont plus vraiment d'influence. I can remember when Je me souviens d'une époque où, sous certains présidents, les membres du gouvernement étaient plus importants, plus prestigieux même, que le président lui-même. so they had Ils avaient du poids, une vraie voix, et le président n'avait pas envie de se mettre à dos ces gens-là. didn't want going to be Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui aux États-Unis. so, but that's not true anymore. Ces personnes ne sont pas vraiment du calibre d'un vrai ministre, These people aren't really donc elles n'ont pas de présence. Du coup, il n'y a plus de contrepoids, personne pour le contredire. There's nobody that Il peut simplement les renvoyer. can just fire them. Et ça, c'est une grande différence, vous voyez. So that's a big difference, you know. Yeah. Oui. Merci, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. As always. Yeah. Oui, Well, eh bien, on n'a rien résolu. anything. Yeah. Oui, on n'occupe aucune position. C'est pour ça que, oui. Yeah. Okay. D'accord, Nima. Merci. À bientôt, Paul. Paul. Merci. Je t'envoie, au fait. Goodbye. À bientôt. Au revoir, salut.